Première chose, tout le monde doit être engagé. Et il ne faut pas faire de discrimination entre les pays qui ont eu l'avantage de se développer sans énergie propre et les nouveaux pays qui, comme les nôtres, en voie de développement et qui aspirent à être émergents et développés. Ce qui importe, c'est que nous ayons un accord global, un accord contraignant, un accord qui puisse être renforcé de temps en temps, tous les 5 ans, et surtout un accord qui prévoit des ressources importantes pour les pays africains. Nous avons demandé 100 milliards de dollars par an, maintenant et 2020. C'est ce qui nous permettrait de nous développer à notre tour avec des énergies propres, des énergies renouvelables. Donc nous sommes engagés positivement. Je pense que les grands pollueurs doivent savoir que le monde est en danger, l'humanité est en danger, et que si nous avons accepté de faire notre part, malgré le fait que nous ne soyons pas au niveau que nous aurions souhaité, eux doivent faire un maximum de sacrifices pour nous permettre tous d'avoir un monde où nous serons tous donc en sécurité au plan environnemental. Mais la Côte d'Ivoire fait beaucoup. Nous avons bien sûr, au niveau de la sous-région, nous avons coordonné avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Union africaine. Et donc les pays de l'Union africaine ont une position commune et nous estimons que cela est très important pour l'humanité. Il s'agit tout simplement de l'avenir de la planète. Et je pense que la satisfaction est que l'on se rend compte qu'il y a quand même une prise de conscience mondiale. Le plus important est que les pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre acceptent de changer de mode de production, de mode de consommation et de faire en sorte que leur production de gaz à effet de serre soit diminuée de manière significative, comme le monde entier l'attend. Nous sommes d'abord venus aux négociations, apporter notre modeste contribution, bien sûr à travers le groupe africain, parce que c'est du travail. Et il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Vous avez le financement, le renforcement des capacités, le transfert de technologies, la nature juridique de l'accord, les pertes et dommages. C'est d'abord ça. C'est pour ça que nous sommes là, négocier et trouver un accord. Bien entendu, à côté de ça, il y aura donc des rencontres qui pourront être bilatérales, multilatérales. Il y aura des side events auxquels nous allons participer. Mais je pense que l'objectif premier est que cette COP21, attendue par le monde entier, puisse déboucher sur un accord qui garantisse l'avenir des générations non seulement présentes, mais des générations futures. Nous avons pratiquement toutes nos structures sous tutelle, notamment le CIAPOL, l'ANDE, l'OIPR. Nous avons également aussi les collectivités territoriales qui sont venues en très grand nombre. Vous avez vu beaucoup de présidents de régions qui étaient là. Vous avez la société civile qui est là aussi en grand nombre. Nous avons beaucoup d'ONG. Vous avez le secteur privé qui est représenté au plus haut niveau par la Chambre de commerce. M. Nicolas Djibo est là. Bref, c'est le corps social ivoirien qui est arrivé, ce qui veut dire que tout le monde a pris conscience de ce que cette rencontre est importante. Parce que la Côte d'Ivoire, pour l'instant, c'est vrai que nous avons, dans le mix énergétique, la part des énergies renouvelables est relativement basse, 3 à 4%. Mais nous nous projetons pour aller vers 16%, voire 20% en 2030. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de projets. D'abord, vous avez le fait que la Côte d'Ivoire est un pays agricole. Et donc, les résidus agricoles constituent une biomasse. Et cette biomasse est évaluée à 12,5 millions de tonnes. Déjà, dans des industries qui utilisent cette biomasse pour produire l'électricité pour leur usage interne. Mais vous avez d'autres projets, tels que le projet Biokala, qui sont assez importants. Il y aura même une centrale solaire qui va être mise en place. Bien entendu, le ministère de l'Énergie a un plan directeur énergie-transport qui va jusqu'à 2030. Et toutes ces activités sont prévues. Et je pense que non seulement le ministère de l'Énergie, mais le ministère de l'Agriculture, le ministère du Transport, chacun de ces ministères de manière sectorielle agit pour que notre impact carbone diminue et que la Côte d'Ivoire puisse avoir un développement propre et vert. Donc nous sommes venus à cette COP pour soutenir non seulement la position africaine, qui se dégage en 3 points essentiels. La question du financement des stratégies bas carbone qui ont été développées dans le cadre du INDC, où les pays se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et la Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette démarche en proposant à la communauté internationale son effort volontaire de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% d'ici 2030. Et pour cela, un certain nombre de stratégies, de plans d'action ont été développés. Et ces plans d'action-là sont assortis de projets structurants.
Donc nous venons ici pour porter à la connaissance de la communauté internationale, à la finance climatique, à tous les partenaires privés, que nous avons des projets structurants qui peuvent permettre à la Côte d'Ivoire de mettre en œuvre de façon durable sa stratégie bas carbone. Mais en termes de projets, par exemple dans le secteur de l'agriculture, nous encourageons tous les projets qui vont dans la réforestation, dans le domaine de l'agriculture durable, une agriculture sans déforestation. Donc des projets existent dans ce secteur. Dans le secteur de l'énergie, on fait mention des énergies renouvelables en mettant l'accent sur la transformation de la biomasse en énergie, en mettant l'accent sur la promotion de l'énergie solaire, en mettant l'accent sur l'efficacité dans les bâtiments. Donc on veut construire des bâtiments écologiques qui absorbent moins d'énergie, etc., etc. Donc, dans tous les secteurs d'activité, nous avons un certain nombre de projets structurants et ces projets-là aussi font partie de notre plan d'action de plan national de développement 2016-2020. Tous ces projets-là sont dans les différents secteurs. Par exemple, dans le secteur du transport, il faut renouveler l'ensemble du parc automobile, il faut mettre en place le réseau de trains urbains. Tous ces projets-là sont en cours, donc on a besoin de l'ensemble des partenaires privés de la finance climatique pour nous accompagner dans la mise en œuvre de notre stratégie bas carbone. Je suis élu de la Côte d'Ivoire. En plus de cela, je suis le président du réseau ivoirien des parlementaires pour la protection de l'environnement et des forêts. Donc quand on parle de climat, et naturellement, quelqu'un qui protège l'environnement et les forêts ne peut pas rester à l'écart de cela. Donc nous sommes venus pour partager notre expérience avec le reste du monde et capter aussi l'expérience des autres pays pour en tirer profit. Ah oui, nous avons déjà ciblé beaucoup de tribunes sur lesquelles nous allons intervenir. Il y a le 5, on doit être à l'Assemblée nationale française pour faire entendre la voix des parlementaires à travers le monde. Le 6, on sera donc au Sénat aussi pour participer à la réunion qui se tiendra là-bas entre élus, pour faire partager aussi notre vision. Et donc la Côte d'Ivoire entend en tout cas peser au mieux sur toutes les négociations, afin qu'au sortir de cette COP21, on puisse avoir des décisions contraignantes pour les pays développés comme les pays en voie de développement. Et oui, au niveau du Parlement, il y a des actions concrètes. Le Parlement ivoirien aujourd'hui a doté l'institution d'un réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement et des forêts. Ça montre quand même l'engagement du président de cette institution à aller dans le sens du développement durable. Et nous avons aussi un autre réseau qui s'occupe de l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement. Et tout ça parallèlement aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Et ces réseaux n'existaient pas par le passé. Donc c'est la nouvelle vision de l'Assemblée nationale qui est en train d'être mise en exergue comme ça, à travers ces réseaux-là. Et ces réseaux font beaucoup de travail sur le terrain et participent à beaucoup de réunions pour donner notre point de vue et surtout aussi bénéficier de l'expérience des autres pays. Je travaille sur le projet Biokala. Ce projet est porté par le groupe SIFCA, le plus gros groupe agro-industriel de la sous-région. Et nous sommes aujourd'hui à la COP21 pour présenter ce projet à la communauté internationale et surtout aux Ivoiriens. C'est un projet qui est né en 2008 et qui a franchi plusieurs étapes. Et aujourd'hui, nous en sommes, je voulais dire, on est presque à la fin. Et la quantité d'énergie qui va être produite va être achetée par l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, nous sommes en négociation avec l'État de Côte d'Ivoire pour passer un contrat d'achat de cette énergie. Donc, je peux dire que 90% du parcours a été fait en termes d'études et en termes de préparation du projet. Si je m'en réfère au planning que nous nous sommes donné et qui pour l'instant est bien suivi, normalement fin 2018, la première centrale devrait voir le jour et le premier mégawattheure devrait être produit pour être injecté sur le réseau national. Il s'agit d'une énergie renouvelable, une énergie durable qui apporte non seulement de la richesse, qui apporte également du développement durable, qui contribue à la réduction des gaz à effet de serre et qui crée beaucoup d'emplois. Donc, pris dans sa globalité, c'est un projet durable qui ne sera peut-être pas plus cher que les énergies conventionnelles, mais qui apportera beaucoup en termes, comme je le dis, c'est un projet intégré qui part de l'agriculture jusqu'au niveau de vie des Ivoiriens. C'est important d'abord parce que la Côte d'Ivoire est un pays essentiellement agricole. Et nous avons deux problématiques. C'est d'abord le renouvellement de tout ce qu'on a comme verger agricole, que ce soit le palmier, et puis ensuite l'apport du développement dans les zones rurales.
Aujourd'hui, tous ceux qui sont producteurs de palmiers doivent renouveler leur verger. Ont-ils les moyens de le faire? Non. Aucune banque n'accompagne la replantation. Donc ce que nous voulons faire, c'est de dire l'agriculture elle-même va générer les ressources pour sa régénération et ensuite permettre d'utiliser les déchets qui sont pérennes pour produire de l'énergie. Donc c'est un projet CIFCA dans lequel je travaille est composé de plusieurs entreprises, dont Palmsi. Palmsi est une entreprise qui produit de l'huile de palme et qui depuis 40 ans produit sa propre énergie à partir de ces déchets d'usine. Et donc c'est toute cette ingénierie, tout ce potentiel-là que nous avons capitalisé, que nous voulons étendre à l'ensemble des déchets agricoles en plantation. Et donc nous allons dans un domaine de production d'électricité que nous maîtrisons, que nous savons faire, parce que nos usines fonctionnent et nos populations, Palmsi c'est 8500 travailleurs, et tout cela sont alimentés de façon électrique par nos propres productions. Donc nous ne sommes pas novices dans le métier, mais nous restons toujours une société agro-industrielle qui partons sur la base agricole pour aujourd'hui rentrer dans le domaine de la production d'énergie électrique. Écoutez, je suis là à double titre, je dirais. Parce que je suis d'abord, donc, je dirais, directeur général de la Sodexam, qui est la structure de l'État en charge donc, de tout ce qui est météo. Hein, donc, météo au niveau de l'aviation, de la marine, du climat. Et donc, nous sommes une structure donc, au service de l'État pour tout ce qui concerne donc, la recherche et le développement au niveau climatique. Toute la mémoire donc, de la Côte d'Ivoire en termes donc, de température, de pluviométrie, est détenue donc, par la Sodexam. Et là, avec donc, un de mes collaborateurs, le directeur de la météo, il y a des études importantes qui ont été faites par nos services qui démontrent donc, certaines tendances climatiques au niveau de la pluviométrie, au niveau du réchauffement. Hein, et même au niveau de l'impact de ces changements-là sur la vie des paysans en termes donc, de période de culture. Au-delà donc, de cette fonction qui nous aurait amené forcément dans tous les cas ici, en tant que directeur général de la Sodexam, nous sommes là également donc, avec une casquette d'élu local, parce que nous sommes également le maire de la commune de Grand Bassam. Commune qui est assez particulière, puisque vous savez que ça a été la première capitale de la Côte d'Ivoire. Cette ville est inscrite également au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a des enjeux environnementaux donc, importants. Quand on regarde le Bassam de l'époque, c'était une ville très verte. Les avenues étaient bordées d'arbres. Aujourd'hui, à Bassam, si vous y allez, il y a ce qu'on appelle des manguiers centenaires qui sont encore là. Et justement, nous avons eu à faire une opération importante de planting d'arbres à un moment donné avec les élèves de l'école primaire. C'est à cela, c'est de revenir un peu à ce Bassam ancien que nous connaissons. Nous avons des images de cette ville fleurie, verte. Et c'est ça qui a constitué en fait la valeur universelle qui a été retenue par l'UNESCO pour qu'on soit classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est de recréer un système de vie, d'environnement, mais également donc, de traitement de tous les déchets, de l'eau, de l'assainissement, même du transport. Le transport, utiliser au mieux le plan d'eau qu'on a pour faire un transport moins polluant. Nous sommes concernés directement donc, par ce réchauffement climatique. Si on le voit, nous, par l'avancée de la mer, c'est pour cela que pour nous, le fait donc, de vouloir être une ville durable peut donner un signal très fort de ce qu'un élu local peut jouer un rôle important dans cette question donc, du changement climatique.